Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder une très petite imprimante 3D, la Fullchrome Minibot 1.0, qui ressemble beaucoup à la E3D Nano, autant son aspect physique que sa dimension. Il y a deux différences majeures entre ces deux imprimantes. La différence numéro 1, vous allez la voir dans quelques secondes. L'imprimante Fullchrome, elle est un petit peu plus grande que la E3D Nano. Comme vous pouvez voir, la Fullchrome, elle est un tout petit peu plus grande, pas beaucoup. Alors, elle reste super portative, mais elle a quand même un volume d'impression qui est un petit peu plus grand. Mais la deuxième différence entre ces deux imprimantes, c'est la plus importante, et c'est le fait que cette imprimante-là est absolument inutilisable, tandis que la Fullchrome est utilisable. J'ai réussi à obtenir de bons résultats avec cette machine versus la E3D Nano qu'on ne peut même pas qualifier de jouet. J'ai jamais été capable de faire une impression potable avec celle-ci. Les moteurs, ce sont pas des moteurs pleine grandeur, ce sont des mini moteurs pas à pas. Ils sont extrêmement lents. Il n'y a pas de limit switch pour le positionnement de l'axe des X et des Y. Donc, lorsque l'imprimante veut se mettre à sa position initiale, elle s'en va tout en haut et tout à gauche et elle fait tourner les moteurs pendant un certain temps, jusqu'au moment où elle se dit « Bon, probablement que la buse est à la bonne place. » Et pendant ce temps-là, les courroies dérapent sur les moteurs. Donc, mon expérience avec cette imprimante-là n'avait pas été très bonne. Donc, quand Gearbest m'ont proposé de tester cette imprimante-là, au début, j'étais extrêmement sceptique parce que je pensais que c'était la même machine. Sauf que ce n'est pas le cas, heureusement. Les moteurs pas à pas sont des moteurs pleine grandeur, comme si c'était une imprimante 3D d'une grandeur plus classique. Et on a un assemblage de buses qui semble plus standard. Les moteurs bougent à des vitesses qui sont raisonnables aussi, c'est rapide comme n'importe quelle autre imprimante 3D que je possède. On a un écran tactile pour contrôler, donc on sait qu'est-ce qui se passe sur l'imprimante, contrairement à la E3D Nano qui a juste un bouton. Au moins là, avec un écran, on a une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe avec l'imprimante. Ce test d'imprimante est extrêmement en retard pour deux raisons. Raison numéro 1, à cause de la pandémie, il y a beaucoup de délais au niveau des services de livraison, donc ça a été long recevoir l'imprimante, mais aussi j'ai dû changer une pièce. On s'en reparle tout à l'heure. Donc, j'ai commandé la nouvelle pièce et ensuite le temps, encore une fois, de recevoir cette pièce-là. Ça a été assez long aussi. Donc, voilà. Pour ces deux raisons, ce review est assez en retard. Mais mieux vaut tard que jamais. Avec cette imprimante, côté accessoires, c'est très simpliste. On a un petit mode d'emploi. On a un échantillon de 200 grammes de plastique, du PLA. Celui que j'ai reçu n'est pas de très bonne qualité. Ça se voit pas à l'œil nu, mais je soupçonne que le diamètre est irrégulier parce que quand on imprime, ça fait plein de petites bosses sur les parois des pièces. Alors, j'ai préféré utiliser des filaments que je possédais déjà pour faire mes tests. On a le bloc d'alimentation, câble USB si on veut piloter l'imprimante directement branchée à l'ordinateur, et on a aussi une carte micro SD si on veut préparer les fichiers à l'ordinateur, les mettre sur la carte micro SD. Comme ça, l'imprimante peut imprimer sans avoir besoin d'être connectée à l'ordinateur en tout temps. Volume d'impression de 75 mm par 70 par 70. Comme vous pouvez constater, l'axe des X et des Y est entièrement contrôlé en haut de l'imprimante comme ça. Alors, le plateau ne bouge pas en X et en Y, il fait seulement que monter. Contrairement, par exemple, à cette imprimante-là, que l'axe des X est ici, mais l'axe des Y, c'est sur le plateau. Ici, on a X et Y qui sont en haut. Le plateau est en plastique et c'est magnétique, donc je peux retirer la surface d'impression. C'est pratique pour retirer les pièces après l'impression, mais aussi si vous voulez, par exemple, ajouter de la colle en bâton sur la surface pour vous assurer que les pièces collent super bien pendant l'impression, c'est facile de le faire comme ça parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Et aussi pour nettoyer la surface, on met ça sous l'eau chaude et toute la colle disparaît. Bien sûr, il faut utiliser de la colle en bâton qui est lavable si on veut se faciliter la vie. On a des fenêtres sur le côté qu'on peut retirer. C'est un peu difficile à faire à une main. Bon, j'arrive pas à le faire à une main, mais il faut appuyer ici et on peut retirer cette fenêtre et c'est la même chose de l'autre côté. On a l'écran tactile de 2,8 pouces qui est juste ici. Sur le côté droit de l'imprimante, on a la carte micro SD qui va ici, câble USB qui va là et l'interrupteur on-off de l'imprimante. À l'arrière,
Ici, on branche le câble d'alimentation. Ce câble-là, il s'en va tout en haut dans la tête d'impression. Support à filament à l'arrière. Extrudeur qui est ici avec le tube qui monte et qui s'en va jusqu'à la tête d'impression. Et ça fait pas mal le tour de l'imprimante. Donc, on va la brancher. Alors, maintenant que l'alimentation est branchée, je veux vous montrer que pour refroidir le haut de la tête d'impression, on a un petit ventilateur qui est ici. Et pour refroidir l'impression qui est en cours, on a un ventilateur qui est là. Ça souffle sur le plastique fraîchement imprimé pour le solidifier plus rapidement. Bon alors, deux choses que j'ai remarquées. Ce ventilateur-là, je sais pas à quel point la position est idéale. Ça souffle généralement dans la zone d'impression, oui, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment assez de courant d'air qui va directement sur le plastique fraîchement imprimé. Observation numéro 2. Encore une fois, à propos des ventilateurs, le ventilateur qui refroidit le haut de la tête d'impression, lui aussi, je trouve qu'il n'est pas très efficace parce que à plusieurs reprises, j'ai eu des bouchons qui se sont faits dans le tube PTFE. Et d'ailleurs, la pièce que j'ai dû changer, c'est le tube PTFE parce que lorsque j'ai fait mon premier test de cette imprimante, la buse a bouché et le bouchon, il s'est retrouvé jusque dans le tube, sauf que c'était un bouchon que je ne pouvais pas réparer. Il y avait trop de plastique fondu qui était pris ici, il aurait fallu que je coupe le tube et le tube aurait été trop court pour se rendre à la tête d'impression. Et c'est pour ça que je me suis commandé 25 mètres de tube PTFE juste au cas où ça arriverait encore avec cette imprimante ou peut-être une autre imprimante. Maintenant, j'aurai plus de problème si j'ai un blocage dans une imprimante. Mais bref, il faut pas faire chauffer la buse trop chaud parce que sinon, ça devient mou jusque dans le tube. Et lorsqu'on retire le filament, il faut pas le faire à une température trop élevée. Je trouve qu'à 160 degrés, c'est là que ça devient juste assez solide pour pas boucher le tuyau. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut garder en tête. Pendant qu'on parle des trucs moins efficaces, je propose qu'on parle tout de suite du support à filament. Pour une petite bobine comme celle qui est fournie, ça fonctionne assez bien. La bobine est en place et on a ce petit morceau qui empêche la bobine de tomber. Sauf que moi, ce que je trouve bizarre en fait, c'est qu'on peut étirer ça comme ça. Donc on peut maintenant accepter des bobines plus larges. Mais si je mets une bobine de 1 kg standard, voilà, je la mets ici. Comme vous pouvez constater, juste ici, on est appuyé sur le câble et regardez bien ce qui arrive. Ça comme ça. Peut-être que ça fonctionne avec des bobines de 500 grammes. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avec mes bobines de 1 kg, ça fonctionne pas. Pour mes tests, j'ai donc utilisé un support externe. On va maintenant regarder l'interface. C'est très simple. Dans Print, on a nos fichiers. Donc, par exemple, ici, j'ai un fichier. Puis, je peux faire confirmer pour imprimer le modèle. Dans Set, j'ai à propos, j'ai le contrôle du ventilateur, je peux éteindre les moteurs et je peux changer la langue. Donc 7, je ne sais pas à quel point c'est un bon nom pour ce menu-là. Je ne vois pas pourquoi About serait dans 7, mais en tout cas, c'est pas très grave. Dans Change, on peut ici charger et décharger le filament. Personnellement, le filament, je préfère le changer à la main parce que quand on passe par ce menu-là, c'est le moteur de l'extrudeur qui tourne et qui fait sortir le filament, puis c'est beaucoup plus lent que juste pousser avec nos doigts. Dans Outils, Tool, on a Preheat, donc pour faire préchauffer la buse. Si on clique ici, on voit qu'il y a un menu pour le plateau chauffant, mais il n'y a pas de plateau chauffant. Et 135 sur 50, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond parce que ma buse est à 24 degrés. Il y a quelques petits trucs qui sont bizarres comme ça sur l'interface. Alors par exemple, en ce moment, je ne suis pas en train de chauffer et pourtant, ça me dit que la température cible, c'est 180. Si j'appuie par contre, là, j'entends les ventilateurs qui changent de bruit, puis on voit que la température commence à monter. Et si j'appuie sur Off, là, ça tombe à 0. Mais par défaut, si je ne suis pas en train de chauffer, ça devrait être 0. Ça ne devrait pas être écrit 180. Donc, c'est un peu bizarre. Et même là, vous voyez, 83 degrés, 138. Donc, je ne sais pas d'où vient cette lecture. C'est un peu bizarre. Donc, Heatbed, on ne peut rien faire ici. Mais pour la buse, on peut changer donc la température par des incréments de 1, de 5 ou de 10. Donc, voilà. Si j'appuie comme ça fait des incréments de 10. C'est beaucoup plus rapide. Je vais appuyer sur Off pour éteindre. On peut ensuite faire déplacer l'imprimante. Je peux faire bouger l'axe des X. Vous voyez, ça bouge. Je peux faire bouger l'axe des Y. Ça bouge aussi. Puis aussi, bien sûr, l'axe des Z. Et vous voyez, ça va à une vitesse qui est
tout à fait normal comme n'importe quelle autre imprimante 3D. C'est pas parce que cette imprimante est miniature qu'elle est plus lente. Elle peut aller pas mal aux mêmes vitesses. Donc ça, c'est quelque chose qui est rassurant. Le menu Extrude, c'est assez semblable au menu de changement de filament parce qu'on peut faire charger du filament ou en faire décharger. La différence, c'est qu'ici, on peut y aller à coup de 1 mm, 5 mm, 10 mm à une vitesse lente, normale ou rapide. Et probablement que dans Change, il y a sûrement une distance fixe qui a été paramétrée pour qu'on ait à appuyer seulement sur un bouton et que ça charge le filament jusqu'à ce qu'il se mette à couler au lieu d'y aller à bond de 5-10 mm. Ensuite, Leveling, ça va faire bouger l'imprimante de façon à ce qu'on puisse, par exemple, au point 1, faire l'ajustement du plateau. Là, on est au point 1. Ce que je ferais, c'est prendre une feuille de papier, la glisser en dessous de la buse et ensuite, avec un tournevis, j'irai visser ou dévisser la vis qui est dans le coin là-bas. Il faut faire attention parce que parfois, il faut tenir aussi ce morceau-là en dessous. Et bref, on fait ça aux 4 coins. Alors, on visse ou on dévisse jusqu'à temps que la feuille de papier puisse glisser, mais qu'il y ait un tout petit peu de friction entre le plateau et la buse. Si la feuille de papier n'est pas capable de bouger, on est trop près du plateau. Et s'il y a absolument zéro friction, peut-être que la buse, elle est un petit peu trop haute par rapport au plateau. Ensuite, on peut faire le point numéro 2, ensuite le point numéro 3, le point numéro 4 et le point numéro 5, c'est celui qui est au milieu. Donc, niveau contrôle, c'est pas plus compliqué que ça. Je veux maintenant vous faire mention de 2 choses. Normalement, avec les imprimantes 3D, lorsqu'on clique sur Imprimer, l'imprimante va se remettre en position initiale pour savoir exactement où est-ce que la buse se situe. Et à partir de là, ça se met à imprimer. Cette imprimante-là, par défaut, elle ne fait pas le Home. Donc, soit qu'on le fait manuellement avant chaque impression, soit qu'on l'ajoute dans notre logiciel d'impression 3D. Parce que sinon, si l'imprimante n'est pas à position initiale avant d'imprimer, elle pense qu'elle est quelque part, mais elle n'est pas vraiment là. Donc, les moteurs se mettent à forcer parce que l'imprimante fait n'importe quoi. Élément numéro 2, si par exemple, vous paramétrez votre impression pour qu'elle se fasse à 200 degrés Celsius, vous cliquez sur Imprimer, ça commence à chauffer et là, vous décidez que vous voulez imprimer à 210 au lieu de 200. Étrangement, quand on change la température pendant le chauffage de la buse, le changement de température n'est pas pris en compte. On peut seulement changer la température réellement à partir du moment où est-ce que ça a commencé à imprimer. Donc ça, c'est un petit problème que j'avais rencontré parce que j'avais paramétré mon impression à 200 degrés, mais j'ai changé d'idée. Je me suis dit que je voulais y aller à 210 et je voulais donc changer cette température-là avant que ça commence réellement à imprimer, mais l'imprimante ne me laissait pas le faire. Elle me laissait changer le paramètre, mais elle ne le prenait pas en compte. Il a vraiment fallu que j'attende que la buse commence à bouger pour pouvoir changer ce paramètre-là. Donc je dirais que c'est peut-être 2 petits bugs software qui seraient super faciles à réparer avec une mise à jour, mais j'ai pas réussi à trouver à quel endroit est-ce qu'il pourrait y avoir des mises à jour disponibles pour cette imprimante-là. Dans le mode d'emploi, ils disent qu'ils ont un forum, sauf que lorsque je vais sur le site, ça m'amène sur un genre de magasin, puis tout est écrit en chinois, puis je le mets dans Google Translate, puis je comprends un petit peu mieux, mais j'arrive quand même pas à trouver un endroit où est-ce que je pourrais trouver un firmware mis à jour pour cette imprimante-là. Ça n'empêche pas d'utiliser l'imprimante, heureusement, et si jamais j'arrive à trouver où est-ce qu'il pourrait y avoir des mises à jour disponibles, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Bon, alors je propose qu'on fasse une petite démonstration. Comme je vous ai dit, moi j'utilise pas vraiment le menu Change. À la place, ce que je préfère faire, c'est aller dans Preheat. Ensuite, j'y vais par bond de 10 et je monte ça à 210 degrés puisque c'est à cette température-là que j'aime imprimer. Et là, on va attendre que ça se rende à 210 avant de faire couler du filament. Mais en attendant, on peut quand même passer le filament dans le tube PTFE. Alors, le filament, il faut le faire passer juste ici. Et ensuite, on peut pincer et pousser. Et c'est un petit peu difficile de le faire à une main. Mais parfois, on dirait que le filament ne veut pas aller plus loin que ça. Donc, je défais le tube PTFE, qui est difficile à défaire à une main aussi. Il faut appuyer sur le petit bout qui est gris ici. Et en même temps, il faut tirer sur le tube. Bon, voilà, le tube est déconnecté. J'ai réussi à faire sortir du plastique. Donc là, je vais remettre le tube. Donc ça, c'est une question d'alignement. Peut-être que j'ai pas coupé le tube droit. On se rappelle que j'ai changé ce tube-là. C'est remis en place. Maintenant, je peux
appuyer sur la pince et envoyer du filament dans le tube. Je vais être capable de le voir passer à travers le tube blanc et on va l'envoyer jusque dans la tête d'impression. L'interface me dit que la température cible a été atteinte, donc je vais faire baisser le plateau en allant dans Tool, Home et All. Ça va faire bouger l'imprimante et la remettre à la position initiale. Et maintenant, je peux faire couler du filament. Voilà, ça coule. Je retire les petits bouts de filament qui sortent comme ça. Avant de mettre le filament, bien sûr, on voudrait mettre le plateau de niveau. Je vous ai expliqué comment tout à l'heure. Là, je sais qu'il est déjà de niveau, c'est pour ça que j'ai mis le filament tout de suite. Et en parlant du plateau, je tiens à dire que c'est pas la chose la plus solide, mais puisqu'on n'imprime pas extrêmement vite, environ 30-40 mm par seconde, c'est pas trop problématique. Mais c'est vrai que peut-être que ça aurait été cool d'avoir quelque chose de plus solide que ça. Bon, on a du filament, le plateau est de niveau. Si on veut, on peut mettre de la colle en bâton pour s'assurer que ça colle bien. Donc bien sûr, on peut retirer le plateau magnétique pour faire ça, c'est plus facile. Ensuite, sur l'interface, on va cliquer sur Print. On va cliquer sur un fichier qu'on a préparé à l'ordinateur. On va faire Confirmer et l'imprimante va commencer à imprimer. Et vous voyez que pendant qu'on est en train d'imprimer, on a accès à certaines options. Par exemple, des options de température, des options pour changer de filament. Dans More, on a des options pour le ventilateur, la vitesse et manuel. Auto, je ne sais pas à quoi ça sert. On peut faire pause et on peut faire stop. Donc l'imprimante a eu le temps d'imprimer un tout petit peu avant que je fasse stop. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous envoyer regarder quelques timelapses des tests que j'ai réalisés et ensuite on va regarder ça de plus près pour juger de la qualité qu'on est capable d'obtenir avec cette imprimante. Puis on va finir avec une conclusion. Vous avez vu les timelapses, donc maintenant je vais vous montrer mes différents tests. Le cube de calibration, ça a été ma première impression et malheureusement, j'ai pas le timelapse de ça. Mais ce test-là n'était pas très beau et je vous avoue que ça m'a inquiété un peu. Si je vous zoome pour accentuer les défauts, vous pouvez voir que la surface est très irrégulière. Puis on a un niveau de remplissage là, sur le dessus qui n'est pas parfait non plus. Même la première couche n'était pas super belle. Ça, c'était avec le plastique qui venait avec l'imprimante. Donc, c'est pour ça que je vous disais que je crois que le filament avait un diamètre irrégulier. Et je pense que c'est pour ça que ça a fait toutes ces bosses comme ça. C'est normal qu'on voit les différentes couches, mais accentué comme ça, ça peut être une indication que le filament est de mauvaise qualité et même qu'il y avait de la sous-extrusion parce que le filament il voulait pas couler de façon fluide. Bon, après, j'ai pris mon propre filament et regardez mon Benchy Boat. Tout à fait respectable. J'ai augmenté la luminosité de la caméra pour qu'on voit mieux, puisque c'est un filament noir, c'est pas super facile. Mais regardez, les couches sont beaucoup plus belles que sur le cube de calibration. Si je vous zoome dessus, ça va vous donner une meilleure idée peut-être. On a quelques petits blobs, mais c'est la même chose que j'ai habituellement avec les autres imprimantes 3D. Qualité très semblable aux autres imprimantes. Bien sûr, puisque j'avais de la colle sur le plateau, ça a laissé des traces. Mais la première couche, c'était bien passé. Bon, 3D Benchy, un petit peu difficile à lire, mais peut-être que comme ça, on voit le 3D avec un B ici. On est presque capable de le lire. Hashtag 3D Benchy. Donc, la précision est pas mal ici. Si on regarde au niveau de l'impression dans le vide, on voit qu'il n'y a pas eu de gros fils d'araignée ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a même pas eu de petits fils d'araignée. Ça s'est super bien passé à ce niveau-là. Ici, ça a bien été. Ici, ça a bien été aussi. Vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est assez difficile de vous montrer en dessous du toit du bateau, par contre, avec la luminosité. La cheminée est bien ronde, donc pas de problème à ce niveau-là. Et sur le dessus, le remplissage est très bon. Pas parfait. Peut-être qu'ici, une couche de plus ça aurait été mieux. Même chose pour là. Mais quand même, franchement, pas si mal. Donc ça, c'est un Benchy qui est
pratiquement comparable aux autres Benchy que j'imprime avec mes imprimantes full size. Donc c'est ce qu'on veut en fait. Oui, on veut que l'imprimante soit toute petite pour pouvoir la transporter partout, mais on veut que ça puisse imprimer avec une qualité comparable à une grosse imprimante. Donc ce bateau, je pense que c'est un succès. Si j'avais voulu apporter une amélioration, j'aurais ajouté une couche de plus pour le dessus. Bon, ensuite, j'ai imprimé ce petit vase qui a presque imprimé à perfection. Là, bien sûr, encore une fois, il y a de la colle en dessous. Le seul défaut, en fait, c'est ici, en haut. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que c'est au niveau du refroidissement, parce que regardez, ici, tout s'est bien passé. Tout a très bien été. Ensuite, ça rapetisse, mais lorsque ça essaie de s'élargir pendant que le diamètre est assez petit, peut-être que le plastique a eu de la difficulté à refroidir, peut-être que c'est pour ça que ça a débordé un peu parce que ça ne ressemble pas vraiment à un décalage. Un petit peu difficile de savoir exactement qu'est-ce qui a causé ça, mais en tout cas, tout le reste du vase, c'est très bien imprimé. Vous voyez à l'intérieur. Donc ça s'est très bien passé. À part à la fin. Ensuite, j'ai imprimé des petits blocs de Lego comme ça. Cette fois-ci, le remplissage est très bon. Il n'y a pas de trou du tout. Difficile de montrer exactement avec les reflets, mais en vrai, en tout cas, c'est très bien. Les côtés, vous voyez, on n'a pas de sous-extrusion et on n'a pas vraiment de sur-extrusion non plus. Donc, ça va. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça a imprimé dans cette orientation-là, ce qui fait que la couche que vous voyez tout au fond, ça a été imprimé dans le vide. Il n'y avait pas de support pour imprimer cette pièce-là et ça s'est très bien passé. Donc, est-ce qu'on est capable de les utiliser comme des vrais Lego? Eh bien oui, comme vous pouvez constater, on est capable de les emboîter. C'est pas aussi solide que des vrais Lego, mais c'est quand même franchement pas si mal. C'était la première fois que j'imprimais des Lego en 3D, ou du moins des pièces style Lego. Bon, si je vais juste comme ça à moitié, c'est un petit peu de difficulté, mais si j'y vais sur les 4 trous comme ça, vous voyez que ça tient super bien. Et aussi niveau solidité, j'y vais de toutes mes forces en ce moment. Je suis absolument incapable de le briser. Puis ça, c'est seulement du PLA qui n'est pas nécessairement le plastique le plus solide. Des vrais morceaux de Lego, j'assume que c'est fait en ABS, qui est un plastique qu'on peut aussi imprimer en 3D, mais pas avec cette machine-là, puisqu'elle n'a pas de plateau chauffant. Mais ça, si ça peut vous donner une idée de la solidité de la pièce quand même, c'est très bien construit. Hein? Même chose avec le bateau, là. Si j'essaie de le casser, je suis même pas capable. Donc, clairement, on n'a pas de sous-extrusion. Ça a très bien imprimé. Alors, je vous ai présenté l'imprimante, je vous ai présenté mes quelques tests. Donc, jusqu'à présent, mon verdict, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je trouve qu'une très petite imprimante 3D comme ça, c'est une proposition très intéressante parce que je peux traîner cette imprimante partout. Ça prend pas de place et puisque c'est en quelque sorte protégé de tous les côtés. C'est pas nécessairement une machine qui est fragile. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace et qui veulent faire de l'impression 3D, bien sûr, il faut s'en tenir à des petites pièces ou séparer les pièces en plusieurs impressions 3D différentes si on veut assembler une pièce qui est plus grande au final. Le volume d'impression n'est pas très grand, mais c'est assez pour faire quand même quelques trucs. Tout dépend de ce que vous voulez imprimer. Elle a ses défauts. Comme je vous ai dit, côté refroidissement du plastique fraîchement imprimé, je pense que ça pourrait être mieux. Peut-être qu'on peut imprimer en 3D un guide pour mieux guider l'air vers le plastique. Refroidissement de la tête d'impression aussi, c'est pas idéal. Le plastique a tendance à ramollir même dans le tube PTFE. C'est pas idéal. On veut que le plastique soit chaud seulement lorsqu'il est prêt à être imprimé et on veut que ce soit frais dans le tube parce que quand on enlève le filament, on veut pas que ça fonde dans le tube. Donc, comme je vous ai expliqué, je mets la température à 160 degrés, puis ensuite j'enlève le filament et c'est pas trop porté à faire fondre du filament super haut dans le tube. Avec mes autres imprimantes, j'enlève le filament à 180 degrés. Là, ici, 160, ça semble être mieux. Pas de plateau chauffant, c'est certain qu'on est un peu plus limité sur les types de plastique qu'on veut imprimer, mais le plastique le plus populaire, c'est le PLA, puis ça le fait sans problème. Pas besoin de plateau chauffant pour faire du PLA. Et si vous imprimez une pièce qui ne veut pas coller sur le plateau, utilisez de la colle en bâton. C'est temporaire, ça se nettoie super bien après l'impression. Pour préparer mes fichiers sur cette imprimante-là, j'ai utilisé Simplify 3D. Mon profil va être disponible sur mon site web et le lien va être dans la description de la vidéo. Et je vais aussi créer un profil pour Cura. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille d'utiliser, Cura, parce que c'est gratuit et c'est très puissant. Donc, je vais aussi faire un profil pour Cura. Donc, ma conclusion, c'est que
c'est une proposition très intéressante. Oui, il y a des petits défauts, mais peut-être qu'on est capable de faire des améliorations. Et je suis content de pouvoir enfin tester une imprimante qui est absolument minuscule, mais qui fonctionne bien, qui est capable de donner de bons résultats. J'avais tellement été frustré suite à mon test de la E3D Nano parce que je voulais tellement que ça fonctionne, une imprimante petite comme ça. Et là, enfin, on a quelque chose qui fonctionne. Alors, rapidement, avant de terminer cette vidéo, je veux juste dire un truc. Cette imprimante-là, puisqu'elle est toute petite et que certains pourraient même dire qu'elle est mignonne, j'ai l'impression que c'est le genre de machine que les parents vont vouloir acheter ça pour leurs enfants. Je tiens simplement à rappeler que les imprimantes 3D, même s'il y a beaucoup de marketing qui dit que c'est bon pour les enfants, ça les aide à apprendre et à développer leur créativité, etc., etc., les imprimantes 3D, ce sont pas des appareils plug and play, c'est pas comme une imprimante à papier qu'on clique sur imprimer puis ça fonctionne, voilà. Les imprimantes 3D, c'est des outils qui sont quand même compliqués. Il faut apprendre à les ajuster, il faut apprendre à les paramétrer, il faut apprendre à les utiliser. Cette toute petite imprimante n'est pas plus facile à utiliser qu'une imprimante full size comme cette Ortur juste ici. Même si cette imprimante est beaucoup plus grande, le principe, c'est le même. Donc, si vous pensez acheter une machine comme ça à votre enfant et juste lui donner et dire voilà, débrouille-toi, c'est possible que le cadeau ne soit pas autant apprécié que ce qu'on voudrait. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais touché à l'impression 3D, il y a définitivement un apprentissage à faire. Cela dit, il y a plein de tutoriels sur Internet qui sont là pour aider à apprendre l'impression 3D. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet moi-même, donc c'est disponible gratuitement sur ma chaîne. Mais je tenais juste à dire ça comme ça. Autant les crayons 3D que les imprimantes 3D, peu importe la grandeur, c'est pas un cadeau que je donnerais à un enfant juste comme ça, tiens, débrouille-toi. C'est des outils qu'il faut qu'on apprenne à utiliser. Donc, si vous voulez offrir ça à un jeune enfant, je pense que ce serait important de les assister dans cet apprentissage. Sinon, peut-être que ça peut paraître décourageant pour un jeune enfant. Et là, puisqu'on parle d'enfant, encore une fois, c'est écrit un peu partout sur l'imprimante, mais il ne faut pas oublier que la buse devient chaude, donc faut surveiller les enfants si on les fait interagir avec une imprimante 3D. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Ça m'a été envoyé par GearBest et je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Mais si vous décidez que vous voulez vous procurer cette machine, j'ai des liens affiliés dans la description de la vidéo et c'est grâce à votre soutien que je peux continuer de faire des vidéos gratuitement sur Internet. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!